ce message d'accueil, pour cette mise en perspective et franchement merci pour avoir pris l'initiative de ce thème. Comme le dit le père Guéry, c'est tellement d'actualité. L'Église et les migrants, alors moi je vais même préciser le titre que je propose, c'est quand les migrants sont une bénédiction de Dieu. Car je prétends qu'on peut proposer un discernement chrétien qui nous aide à comprendre comment la réalité de ce mouvement migratoire prend place dans le dessein de Dieu. Voilà. Et d'essayer de comprendre comment les migrants sont une bénédiction de Dieu. Alors je suis très heureux de saluer parmi vous les membres de la communauté malgache qui est à l'initiative de cette conférence et puis de tout le jubilé. Et donc on se réjouit profondément avec vous de cette année du 60e anniversaire. À vrai dire, devant vous, je serais tenté de me taire, car vous êtes bien dans cette expérience migratoire en étant en France. Même si certains parmi vous, vraisemblablement, sont nés en France et sont totalement français. Voilà. Je suis heureux de saluer les membres de la communauté de Saint-Albert. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de venir ici, puisque mon lieu de mission, c'est exactement l'opposé dans Paris, puisque je suis dans le nord-est de Paris, sur le 5 arrondissement du nord-est. Voilà, je sais combien dans la communauté malgache vous êtes fort impliqués. Moi, c'est ce que je disais avec notre sœur responsable de la catéchèse. Le dynamisme de l'acte catéchétique dans la communauté malgache est très perceptible. Voilà, c'est un vrai investissement, une vraie continuité et une fidélité pour l'éducation de vos jeunes. Donc merci de cela, et je sais bien, pour avoir participé à un certain nombre de réunions au service diocésain de la catéchèse, votre présence et votre implication là-dedans. Et puis je vous dirais que quand j'étais curé dans le Val-d'Oise à Cergy, parmi les familles de paroissiens, il y avait une famille malgache, mixte, couple mixte, puisqu'elle était catholique et lui protestante, tous les deux hyper impliqués dans leur propre communauté chrétienne et qui ont mis au monde 5 enfants, 5 garçons, avec vraiment un esprit chrétien profond. Et pour nous, c'était des figures de la paroisse, de familles qui avaient pris totalement au sérieux l'évangile, la vocation chrétienne. Et pour vous dire, c'est une famille, quand leurs enfants étaient devenus adolescents, ils continuaient chaque soir à commencer le dîner, pas seulement par la bénédicité, mais 20 minutes de prière à table. On s'asseyait à table pour dîner et on commençait par ouvrir la Bible, lire la Bible, et ensuite partager les intentions de la journée et puis de notre Père, et ensuite on ouvrait la soupière pour commencer les nourritures temporelles. Comment les migrants sont-ils une bénédiction de Dieu? Je me tourne d'abord vers notre Saint-Père, le pape François, pour recueillir le témoignage du Saint-Père, car le pape François a été élu au printemps 2013 comme pape. Il est marquant que 4 mois après son élection sur le siège de Rome, le premier voyage qu'il fait en dehors de Rome comme pape, c'est pour aller à Lampedusa. C'est le 8 juillet 2013. Et pourquoi est-ce qu'il va à Lampedusa, cette petite île sur la Méditerranée? Vous savez bien, cette île stratégique entre l'Afrique et la France.
célébrer l'Eucharistie. Et l'autel a été construit avec une ancienne coque de bateau échouée. Voilà, ce qui est évidemment très symbolique. Et que fait-il? Il célèbre l'Eucharistie, et puis il prie. Et dans sa prière, il prononce, alors c'est un long discours, mais un cri vers le Seigneur, ou plutôt un cri vers la conscience de l'homme. Et nous entendons ces paroles du pape François, qui a pleuré pour la mort de ses frères et sœurs, qui a pleuré pour ces personnes qui étaient venues sur le bateau, pour ces jeunes mamans qui portaient leurs enfants, pour ces hommes qui désiraient quelque chose pour soutenir leur propre famille. Nous sommes une société qui a oublié l'expérience des pleurs, du souffrir avec, et c'est là qu'il a cette formule touchant l'indifférence. La mondialisation de l'indifférence nous a ôté la capacité de pleurer. Et nous entendons bien qu'en disant ça, le pape n'a pas des solutions sur la question migratoire, mais il a une compassion et il veut réveiller en nous, dans la conscience de l'homme européen, la compassion pour les personnes en déplacement et puis pour les personnes qui sont mortes en Méditerranée. Ce cri lancé depuis Lampedusa résonne encore à nos oreilles et dans nos cœurs, et il tente de réveiller l'opinion publique. Je crois qu'on peut dire que le pape a eu les mots justes pour frapper la surdité de l'homme, non à la mondialisation de l'indifférence. Alors, tout de même, petit flashback sur ce pape François, Georges Bergoglio. Car chez Georges Bergoglio, ce ne sont pas des paroles de circonstance, elles sonnent incroyablement justes. On a le sentiment que le pape François est né pour prononcer ces paroles, et de fait, il est lui-même fils de migrants. En effet, son père, italien, a quitté l'Italie pour s'installer en Argentine à une époque d'importante émigration italienne. Et le jeune Georges Mario Bergoglio, vivant en Argentine, pensait à sa grand-mère italienne. Et qui l'a beaucoup marqué, il en parle souvent. Et donc, enfant, il a expérimenté la double appartenance. Appartenance argentine, appartenance italienne. Eh bien, je crois que sous cet angle, nous percevons que le pape François a une profonde empathie et qu'il comprend les personnes qui font l'expérience de la migration dans cette double appartenance. Avoir un pays d'accueil et avoir ses racines familiales dans un autre pays. Eh bien, c'est pas simple. Voilà. C'est un défi à relever, cette double appartenance, mais c'est vous qui le connaissez le mieux. Je peux le relever. Alors, je voudrais donner quelques éléments sur la réalité internationale de la migration. Et avant de vous donner quelques chiffres, je m'arrête sur les mots, sur le vocabulaire qu'on utilise. Migrants, réfugiés, migrants économiques, déboutés. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc précisons un petit peu le vocabulaire qu'on utilise dans ce mouvement migratoire. Premièrement, le terme migrant. C'est le terme le plus large. Le terme de migrant n'a pas de définition juridique. Généralement, il désigne une personne qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays. Pour quelque raison que ce soit. Le migrant qui quitte son pays, ça peut être de façon temporaire ou de façon permanente, et ça peut être en raison de guerre dans son propre pays, ça peut être en raison de persécution, ça peut être en raison de catastrophes climatiques, ou ça peut être pour des motifs économiques. Deuxième terme, le terme de réfugié.
du fait de leur identité, origine ethnique, nationalité ou appartenance à un groupe social, ou du fait de leur conviction religieuse ou de leur opinion politique, et dont le gouvernement ne peut ou ne veut assurer la protection. Réfugiés, demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile est une personne qui a quitté son pays en quête de protection, mais qui n'a pas encore obtenu le statut de réfugié. Donc c'est une étape temporaire en vue d'acquérir le statut de réfugié. Donc le quatrième terme sur lequel je m'arrête, migrants économiques. Les migrants économiques choisissent de quitter leur pays non pas en raison d'une menace de persécution, de mort, mais afin d'améliorer leur vie en trouvant du travail, une meilleure éducation, ou pour rejoindre une partie de leur famille, ou se faire soigner. Contrairement aux réfugiés, qui ne peuvent retourner dans leur pays en raison de l'insécurité, les migrants économiques, eux, ils peuvent revenir chez eux s'ils choisissent de le faire, alors qu'ils continueront de recevoir la protection de leur gouvernement. Je m'arrête encore sur un dernier mot. Les déboutés du droit d'asile. Les déboutés du droit d'asile, ce sont des personnes qui ont initié une procédure de demande d'asile dans le pays d'accueil, mais cela ne leur a pas été accordé. Et en général parce que leur pays ne fait pas partie d'un pays identifié comme dangereux, en guerre, voilà. Ainsi, les déboutés du droit d'asile se retrouvent sans papier, c'est-à-dire sans solution administrative, sans allocation et sans hébergement. Normalement, ils devraient être reconduits à la frontière. Alors, ici, on sait qu'un certain nombre de situations sont tout à fait limites. Je prends le cas d'un Soudanais qui, le Soudan n'est pas un pays reconnu par l'État français comme nécessitant une protection particulière. Autrement dit, une personne soudanaise qui arrive en France n'obtient pas le statut administratif de demandeur d'asile, enfin du droit d'asile. Et pourtant, vu l'insécurité de son pays, il n'arrive pas à retourner dans son propre pays en raison de l'insécurité. Voilà. Donc on se trouve effectivement avec des personnes dont la solution administrativement est fort bouchée. Donc voilà pour quelques mots que je souhaitais préciser, puisque nous les utilisons. Voilà. Maintenant quelques chiffres. Quelques chiffres pour évoquer ce mouvement de migration qui a pris une importante ampleur sur notre planète. Et de fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on va dire depuis 40 ans, tout s'est mis à bouger.
232 millions de migrants internationaux. Voilà le chiffre qu'on donne en général. 230 millions de migrants internationaux, autrement dit, qui ne se sont pas seulement déplacés à l'intérieur de leur propre pays, mais qui ont quitté leur propre pays pour un autre pays. Et s'il est vrai qu'environ 60% de migrants internationaux, c'est-à-dire 136 millions de personnes, vivent dans des régions dites développées, il faut remarquer que 60% de personnes, c'est-à-dire, pardon, j'ai dit 60% sont dans des pays développés, et les 40% autres vivent dans des pays dits du Sud. En même temps, les migrations sud-sud, quand on dit migration sud-sud, c'est donc des migrants qui ont quitté un pays du Sud vers un autre pays du Sud. Les migrations sud-sud concernent 82 millions de personnes, alors que les migrations sud-nord, les pays du Sud vers les pays du Nord, concernent 81 millions de migrants. C'est à peu près pareil. Et donc c'est très important de réaliser. En tout cas, c'est très important pour les Occidentaux, parce que la presse occidentale ne parle que des migrations sud-nord. C'est très important de réaliser que les migrations sud-sud sont aussi importantes en nombre. Autrement dit, les personnes déplacées et les pays impactés par les migrations, eh bien, sont aussi importants dans le sud que dans le nord. Parmi les motifs majeurs des migrations vers l'Europe en ce moment, il faut parler des pays en guerre. Ces dernières années, ces 5 dernières années, au moins 14 conflits nouveaux, soit récurrents, soit nouveaux, dans le monde sont générateurs de migration. Je les cite simplement, mais vous les connaissez. 8 pays en Afrique connaissent des foyers de guerre et du coup une instabilité, une insécurité qui génère des migrations. La Côte d'Ivoire, République centrafricaine, la Libye, le Mali, le nord du Nigeria, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et Burundi. Donc, 8 pays en Afrique, 3 pays au Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Un pays en Europe, l'Ukraine. Et 3 en Asie, le Kirghizistan, le Myanmar et le Pakistan, en partie, certaines régions. Je m'arrête sur la Syrie. La Syrie est, en ce moment, le plus important pays générateur au monde, à la fois de personnes déplacées en interne de la Syrie, car ça, on n'en parle pas assez, tous les déplacements internes de la Syrie, 7,6 millions, et les réfugiés externes, 4 millions de réfugiés externes, dont 1,9 en Turquie, 1,1 au Liban et 600 000 en Jordanie. Je fais encore une petite série de chiffres derniers. Après, j'arrêterai les chiffres, je vous promets. Une dernière, c'est simplement pour redire, parce que quotidiennement, à la télévision, il y a des chiffres sur l'immigration actuelle vers l'Europe. Donc, redire où on en est à la date du 15 octobre, donc actuellement. 589 000 personnes ont risqué leur vie cette année 2015 jusqu'au 15 octobre. 589 000 personnes ont risqué leur vie pour traverser la Méditerranée. C'est 2015, jusqu'en octobre, c'est pas fini. Donc, alors qu'en 2014, ça n'était que 219 000. Voilà, donc c'est évidemment extrêmement important en ce moment. Sur ces 589 000 arrivés
que sur l'échelle de la migration internationale, les grandes échelles migratoires, je fais deux, trois remarques. Primo, la question des transferts de fonds, autrement dit des flux financiers liés aux personnes migrantes. Et quand je dis transfert de fonds, c'est essentiellement les finances que les familles migrantes envoient au pays d'origine. Par transfert de fonds vers les familles, ou vers les villages d'origine, ou vers les communautés d'origine. Eh bien, longtemps, on les considérait comme peu productifs au plan économique, ces transferts de fonds. Or, désormais, les transferts de fonds des migrants correspondent à 3 fois le montant de l'aide publique au développement. Donc c'est aujourd'hui une somme considérable d'argent, de financement, et qui fait même qu'un certain nombre d'États des pays d'origine intègrent ces transferts de fonds dans leur propre économie. Et par exemple, si je prends les Philippines, à l'échelle du pays entier, des Philippines, le transfert de fonds des Philippins émigrés vers leur pays d'origine est tellement important et économiquement pèse tellement lourd que les Philippines, le gouvernement philippin, organise les migrations. Autrement dit, organise la possibilité pour les Philippins d'aller travailler à l'étranger. Et qu'il y a même parmi les ministres du gouvernement un ministre de l'immigration pour organiser le mouvement migratoire. Donc ça c'était par rapport au transfert de fonds. Un mot sur une remarque sur ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. Autrement dit, quand dans un pays les personnes qui sont diplômées vont aller chercher un job dans un autre pays, donc exode des cerveaux, c'est-à-dire que les gens les plus diplômés quittent leur pays pour aller travailler ailleurs, ce que d'ailleurs la France connaît aussi comme situation. L'exode des cerveaux, aujourd'hui, est considéré comme un brain drain, c'est-à-dire le pays voit des cerveaux partir, mais si c'est les rapatrier, les gens reviennent dans leur propre pays travailler et reviennent enrichis d'une nouvelle expérience à l'étranger. C'est par exemple le cas en Inde, où il y a de fait un certain nombre de diplômés qui quittent l'Inde pour travailler à l'étranger, mais ensuite qui reviennent dans leur propre pays et qui enrichissent l'économie de leur propre pays avec ce qu'ils ont acquis à l'étranger. Une troisième remarque que je ferai, c'est sur les femmes. Les femmes représentent, à l'échelle mondiale, 48% des personnes migrantes déplacées. Ce chiffre n'a pas évolué. Il était le même il y a 20 ans, c'était toujours à peu près 48%. C'est le cas aujourd'hui. Par contre, une chose a évolué. C'est que, antérieurement, il y a 20 ans, 40 ans, les femmes, dans la migration, suivaient leur mari. Ce qui est nouveau, c'est que, souvent aujourd'hui, la femme est moteur dans un projet professionnel ou un certain nombre de situations, la femme migre seule, sans mari, donc de manière autonome. Autrement dit, elles ont acquis un poids économique nouveau, mais n'ayant pas pour autant abandonné les tâches et responsabilités familiales, le poids qu'elles portent sur leurs épaules est accru et parfois très lourd. Les femmes portent lourd dans cette réalité migratoire. Affirmons-le, les femmes apportent une capacité spéciale
les hommes en général. Et puis les femmes ont une force morale, souvent, dans des situations difficiles. Alors je reviens maintenant vers la France. Le mouvement migratoire dans la nation française soulève de lourdes questions. Elles sont source d'angoisse, de tension. Elles génèrent souffrance et aussi culpabilité. La mauvaise conscience et l'angoisse ne sont pas bonnes conseillères. Les problèmes demeurent nombreux. La France ne peut accueillir tous ceux qui voudraient y venir. Et il est normal de reconnaître que l'État français, mais tout État dans le monde, l'État a le droit et le devoir de réguler les flux migratoires vers son propre pays en fonction du bien commun de sa propre nation. C'est une responsabilité de l'État. Eh bien, je dirais, si nous voulons permettre aux étrangers de s'intégrer, nous, Français, devons être fiers de la France. Et je crois que la capacité d'accueil de la France tient à la capacité des Français à être fiers de leur pays. Et on sent bien qu'aujourd'hui, il y a un déficit là-dessus. Il y a trop de timidité sur la fierté nationale. Pourquoi je dis fierté? C'est pas seulement le coq gaulois et le cocorico. Non. Il y a quelque chose de plus consistant à cette fierté. Fier que la France soit un État de droit. Et ceux qui viennent d'un pays de non-droit, en arrivant en France, apprécient profondément d'être dans un pays de droit. Fier que la justice française soit impartiale. Et quand on vient d'un pays où un juge s'achète avec de l'argent, on apprécie l'impartialité d'un juge français. Fier aussi que l'économie française génère l'envie et que le système social français soit performant, c'est-à-dire que l'accès aux soins soit possible, même lorsqu'on n'a pas de revenus. J'ajouterai aussi comme croyant, comme chrétien, une fierté. Comme membre de l'Église, fierté de l'engagement du pape François et de ses prédécesseurs. Il y a une cohérence de la pensée sociale de l'Église catholique. Moi je dis aussi fierté de l'engagement des catholiques engagés auprès des migrants, dans les associations. Ça peut être dans les réseaux paroissiaux, dans le Secours catholique ou les autres actions catholiques, mais un certain nombre de chrétiens sont engagés dans des œuvres non confessionnelles, des actions publiques ou des associations non confessionnelles. Moi je dis aussi fierté du soutien financier des catholiques. La générosité des catholiques est quelque chose de bien important puisque même les ONG, les chrétiennes, mais même les ONG non confessionnelles savent qu'elles peuvent compter sur la générosité des catholiques lorsqu'elles font appel à la solidarité. Et puis j'ajoute, mais je vais y revenir un peu plus là-dessus, fierté des migrants catholiques. Voilà, pour leur implication dans l'Église et dans la société en France. Je crois que l'Église n'a pas à rougir. Elle est un facteur d'intégration. Et les paroisses sont un vrai lieu d'insertion pour de nombreux migrants chrétiens. De fait, dans une paroisse, on ne te demande pas tes papiers, on ne te demande pas ta carte d'identité, on ne te demande pas tes revenus, et tu as ta place. C'est considérable au sein de la société. Alors je poursuis maintenant sur la France, et en fait plutôt sur la région Île-de-France.
mais en Île-de-France. Alors je voudrais pointer les lieux où l'Église catholique et les migrants se rencontrent. L'Église catholique et les migrants se rencontrent. Et je vais pointer 4 lieux où nous voyons cette rencontre entre l'Église catholique et les personnes venues de la migration. Premièrement, les communautés paroissiales en Île-de-France. Un bon nombre de communautés paroissiales en Île-de-France ont changé de visage. En une quarantaine d'années, on voit une évolution. Moi, j'entends certains catholiques migrants qui sont là depuis une quarantaine d'années et qui me disent il y a 40 ans, on s'asseyait sur les bancs du fond dans la paroisse. On essayait de ne pas déranger. Et puis, année après année, on a avancé. Et maintenant, on est dans les premiers rangs. Mais c'est pas seulement physique, ça. Vous voyez bien que ça veut dire que bon nombre de catholiques venus de la migration ont vraiment pris leur place dans les communautés paroissiales. Et on le voit, puisque un certain nombre ont pris leur responsabilité dans la paroisse, ils sont devenus catéchistes, ils sont devenus animateurs de communion, ils sont devenus animateurs des chants pendant la messe, membres du conseil pastoral. Voilà. Et nous voyons bien que c'est pour ça que je dis nos communautés paroissiales ont changé de visage. J'ai moi-même été curé d'une paroisse en grande banlieue, dont j'étais à Cergy, fortement marqué par la migration. Et je peux dire combien, à la fois j'ai été évidemment déstabilisé par la rencontre culturelle, mais combien j'ai été profondément nourri par l'amitié, par la ferveur de beaucoup de catholiques venus de la migration, nourri aussi par la profondeur de la foi. J'ai été extrêmement touché par votre chant tout à l'heure, qui... J'aimerais tellement qu'on le chante en France. Ce chant qui reprend Abraham, voilà, toute l'histoire d'Abraham, il est tellement magnifique. Franchement, merci. C'est un très beau cadeau que vous m'avez fait. Je vais remonter la feuille. Il faudra me donner la partition aussi. Voilà, donc la première chose que je voudrais dire sur cette rencontre de l'Église catholique et des migrants, c'est que nos paroisses ont changé de visage et que beaucoup de migrants ont vraiment pris leur place dans les communautés paroissiales. Deuxièmement, alors ça me paraît contradictoire avec ce que j'ai dit tout de suite. Deuxièmement, en Île-de-France, et c'est comme ça dans les grosses métropoles, je le sais très bien, en Île-de-France, nous voyons aujourd'hui un accroissement des communautés linguistiques ou des communautés ethniques. La communauté malgache, mais il y a d'autres, vous savez très bien, paroisse polonaise, la mission italienne, la mission portugaise, sans compter groupe de prière antillais, chorale africaine, voilà, vous voyez bien. Je n'ai pas parlé des Asiatiques, mais les Tamouls, les Chinois, les Vietnamiens, voilà. Tout ça a commencé au XIXe siècle. Et le pape Pie XII, en 1952, a fait la constitution Exsul Familia, qui érigeait la possibilité de reconnaître une communauté étrangère avec une structure canonique. Sur Paris, nous connaissons 53 implantations catholiques étrangères. Comme ça. Vous voyez, si on accumule tout ce que je dis, toutes les nationalités comme ça, 53 communautés comme la vôtre. Voilà. Alors, il y en a des
communautés étrangères sur Paris seulement, pas sur la région, sur Paris seulement. Eh bien, il faut considérer qu'aujourd'hui, il y a un accroissement de ce dynamisme communautaire à travers une langue ou à travers une ethnie ou un pays d'origine. Cela peut paraître contradictoire quand je dis qu'il y a une meilleure intégration des migrants dans les communautés locales. Ça peut paraître contradictoire avec le fait qu'il y a un renforcement des communautés ethniques et linguistiques. Moi, je crois qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et je suppose que c'est ce qu'un certain nombre d'entre vous vivez, c'est que c'est les mêmes personnes qui à la fois s'impliquent dans leur communauté locale de quartier, au milieu des autres Français, et qui prennent leur place, mais qui ont, les mêmes personnes ont aussi besoin de retrouver leurs racines. Eh bien, du coup, j'essaie de préciser, et ça, je pense, cela va intéresser votre communauté langage. J'essaie de préciser quelle est la mission propre d'une communauté étrangère. Quelle est la mission propre d'une communauté ethnique ou linguistique? Je vais donner trois missions propres. La première mission propre d'une communauté ethnique ou linguistique, le premier rôle, il se situe à l'égard des primo-arrivants, autrement dit, ceux qui viennent d'arriver dans le pays, qui connaissent personne, et parfois qui ne connaissent pas la langue. Ils ont absolument besoin d'un réseau, de solidarité, de pouvoir rencontrer des gens de leur propre culture et de leur propre pays. Voilà. Donc le premier rôle se situe au niveau de l'accueil et de la solidarité pour les primo-arrivants. Deuxième rôle, c'est toute cette fonction liturgique qui permet à la communauté croyante de fortifier la foi de ses membres à travers la langue maternelle, qui est connaturelle à tous les participants, la prière de louange, l'intercession, permet d'entretenir un lien communautaire avec le pays d'origine. Voilà. Donc ça touche plutôt là la question liturgique, la prière commune, que ce soit la messe, les veillées de prière, les intercessions, les messes pour les défunts, voilà. Autrement dit, toute la dimension liturgique de la communauté. Troisième mission, la mission d'éducation ou de transmission. La communauté linguistique a un rôle dans la transmission de la foi aux jeunes. Et cela à travers la transmission d'une culture. Autrement dit, on voit bien la complexité. C'est à la fois la transmission de la foi, la catéchèse, mais on voit bien que c'est aussi la transmission d'une culture. Et on sait très bien que c'est un équilibre assez complexe, parce que si on s'enferme dans la transmission purement culturelle, ou plutôt si on se réfugie dans la dimension purement culturelle, on s'enferme. Et ça devient stérile et c'est pervers. Et donc il s'agit bien de pouvoir se situer dans une dimension éducative et une dimension de transmission où, au plus consistant, c'est bien l'expérience de foi, qui est l'expérience proposée aux jeunes, aux adultes. Voilà. Donc je relève ces trois missions en considérant que tant qu'une communauté va pouvoir vivre ces trois missions, elle aura son dynamisme. Mais que dès lors que certaines de ces missions viennent à disparaître, eh bien le dynamisme missionnaire et le dynamisme communautaire va aussi être extrêmement fragilisé. Et on le voit bien sur la question du primo-arrivant. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque migratoire où un certain nombre de personnes sont arrivées et la communauté était hyper
C'était le deuxième point que je voulais dire sur la rencontre entre l'Église de France, l'Église catholique, et les migrants. Troisième point, je vais être plus bref, la quatrième. Donc, troisième point, cette rencontre entre l'Église catholique et les migrants, aujourd'hui en France, là c'est plus seulement la région parisienne, aujourd'hui en France, c'est la présence des prêtres étrangers. Car à l'échelle de la France, c'est considérable, il y a aujourd'hui 1700 prêtres étrangers en ministère dans les diocèses en France. C'est énorme. Et d'abord, je veux saluer et les remercier. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Au XIXe siècle, la France était un pays de mission et que les prêtres français et les religieuses françaises quittaient leur pays pour aller vers des pays qui ne connaissaient pas le nom du Seigneur et pour évangéliser. Et nous voyons bien que le XXIe siècle, c'est un mouvement inverse qui s'opère. Ce sont des missionnaires qui viennent des pays qui ont été évangélisés, en France par exemple, et qui viennent en France soutenir l'apostolat et participer à la mission de l'Église que nous connaissons fragilisée par la sécularisation très forte. Donc je mentionnais 1700 prêtres en France et du côté religieux, 4500 religieuses étrangères en France. Ce qui est énorme. Voilà. Et il faut pouvoir en avoir de la reconnaissance. Eh bien, aux prêtres et aux religieuses étrangères, j'aimerais exprimer publiquement ma reconnaissance, mon remerciement et aussi mon attente. S'il vous plaît, frères et sœurs, prêtres, religieuses, étrangers, vous comptez beaucoup dans la mutation de l'Église que nous sommes en train de vivre en France. S'il vous plaît, soyez saints. Soyez saints, vous devez nous partager le meilleur de votre expérience de Dieu, de cette expérience qui vous a engendré. Et vous devez aussi, en même temps, vous devez vous purifier votre expérience des éléments culturels qui risquent de nous détourner du Christ. Et je vois bien que ça défie cela. Les deux. Donc c'était mon troisième point, pour souligner la présence des prêtres étrangers et des religieuses étrangères dans l'évangélisation en France. Quatrième point que je mentionne de cette rencontre entre l'Église catholique et les migrants, alors cette fois-ci, ça n'est pas seulement les migrants chrétiens dont je parle. Je veux mentionner l'engagement de chrétiens, catholiques ou protestants auprès des migrants en précarité. Cela se fait parfois par l'accueil paroissial ou des initiatives paroissiales. Cela se fait à travers des associations catholiques, évidemment le Secours catholique, mais d'autres associations. Chez les protestants, il y a Siman, qui est très active. Nous connaissons aussi l'Ordre de Malte. Mais aussi tout l'engagement de chrétiens dans des actions non confessionnelles, des associations non religieuses. De nombreux chrétiens sont investis dans des associations non confessionnelles et les hommes politiques, de tous bords politiques, savent très bien cela. L'investissement et l'engagement de chrétiens auprès des frères et sœurs migrants en précarité. Voilà, là aussi je veux dire un profond merci, une reconnaissance et la prière de l'Église
l'Église pour les catholiques qui s'investissent, car on sait bien que c'est des chemins de solidarité, de persévérance qui sont très forts et qui sont des témoignages importants. Je vais terminer en évoquant comment il me semble que les catholiques venus de la migration participent à l'évangélisation aujourd'hui en France. Et quand je dis, c'était mon titre, les migrants sont une bénédiction de Dieu, eh bien, comment précisément les catholiques venus de la migration, aujourd'hui, en 2015, participent à l'évangélisation dans notre pays? Et donc, ce que je vais dire ici est évidemment un très fort appel du pied qui vous est adressé, vous, catholiques, malgaches, vivant en France. Quatre choses que je mentionne. Un certain nombre de catholiques venus de la migration ont fait l'expérience de notre père Abraham. C'était le chant qu'on chantait. C'est quoi l'expérience d'Abraham? Genèse, chapitre 12, c'est la vocation d'Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta famille et la terre que tu habites et va vers le pays que je t'indiquerai. Eh bien, je voudrais vous dire que mon expérience de curé d'une paroisse avec beaucoup de migrants m'a totalement ouvert les yeux sur cette expérience d'Abraham. Et je peux dire qu'au fur et à mesure que j'ai accompagné les familles au moment des deuils, au moment des mariages, ou des baptêmes, et que du coup, j'ai entendu des gens raconter leur histoire de migration. J'ai été très touché d'entendre un certain nombre de personnes me dire « mais c'était Dieu qui me conduisait ». Alors les sociologues ils vont vous dire « mais non, ils sont partis pour des raisons économiques, ils sont partis pour des raisons politiques, ils sont partis pour un regroupement familial ». Ok, il y a des raisons politiques, il y a des raisons sociologiques, mais quand tu écoutes la personne et qu'elle te dit « c'était le Seigneur qui m'a demandé de partir, et c'est le Seigneur qui m'a accompagné », eh bien, moi, j'entends à ce moment-là l'histoire d'Abraham qui se répète. Et je sens que dans nos communautés de la vieille Europe, nos communautés sont tonifiées par ce que j'appelle un flux abrahamique. C'est-à-dire cette manière de vivre la foi des personnes déracinées qui ont investi sur leur relation au Seigneur à la mesure de ce qu'ils ont laissé derrière eux dans leur pays. Donc merci pour ce témoignage de l'expérience d'Abraham qui, je le sens bien, est une forte vitalité que vous offrez au sein de nos communautés. La deuxième chose que je mentionne, qu'apportent les catholiques venus de la migration, c'est, je dirais, une conception de l'Église famille de Dieu, la dimension familiale de l'Église. Et ça bouscule sérieusement les schémas français, surtout dans les grosses villes où il y a trop souvent un certain anonymat de nos communautés paroissiales. Et j'ai vu des catholiques migrants qui voulaient que la paroisse ce soit une famille et que ce soit plus chaleureux et qu'on passe plus de temps ensemble et qu'il y ait toute une dimension familiale. Et je vois bien qu'un certain nombre investissent sur la paroisse comme on investit dans une famille. Ben ça, c'est un beau cadeau, parce que nos paroisses découvrent quelque chose de nouveau sous cette angle. La troisième chose que je mentionne, c'est que j'ai beaucoup de catholiques venus de la migration. Il y a un besoin d'expression, de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on vit, d'exprimer ce qu'on porte, d'exprimer
exprimé par des gestes, exprimé par des chants. Eh bien, je crois qu'il faut donner aux migrants des opportunités pour exprimer leur foi à travers leurs gestes, leurs chants, et aussi leurs témoignages. Pas que le folklore, il faut du folklore, mais pas que le folklore. Il faut, non, il faut aussi aller jusqu'à l'expression de l'expérience du Christ au sein de l'expérience migratoire. Quatrième cadeau que font les migrants dans la communauté chrétienne. Alors, excusez-moi pour les propos, ça touche la réalité eschatologique. Eschatologique, je veux dire, c'est le rapport à l'au-delà. Autrement dit, au monde invisible. Au monde invisible sur la terre. Je vois bien que les Français ne sont pas très à l'aise avec les anges. Et un certain nombre de migrants, ils les voient, les anges, autour d'eux. Enfin, ils les voient avec leurs yeux, mais ils vivent avec eux. De même par rapport aux défunts. En France, quand on a célébré les obsèques, on va au cimetière, on referme, et puis malheureusement, après c'est souvent fini. Et un certain nombre de migrants, ils vivent avec leurs défunts. Et le culte des défunts et la relation avec l'au-delà à travers les défunts est beaucoup plus présente. Et parlons aussi des anges gardiens, et puis de la prière pour les âmes du purgatoire, et voilà. Autour de la mort et du deuil, les catholiques gaulois ont souvent décroché au plan eschatologique, et les catholiques venus de la migration ont une aptitude à éveiller à l'eschatologie. Donc merci pour cela. Voilà, je vais m'arrêter sur ce dernier merci et être heureux de pouvoir maintenant avoir un temps d'échange avec vous pour des questions. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas sur des questions de compréhension, si vous souhaitez des éclaircissements, ou des questions qui touchent ce mystère de la bénédiction de Dieu sur l'expérience migratoire, ou aussi vous pouvez apporter une dimension de témoignage personnel, parce que ce que j'ai dit fait écho à certaines choses